Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, on est avec de très belles personnes que je vais laisser se présenter juste dans un moment. Ce live, il est là pourquoi ? Parce qu'il y a un événement assez important qui est survenu en France. C'est la mobilisation des Gilets jaunes, un truc dont on entendait parler il y a même pas 2 semaines, un mois, où on s'est dit que ça allait durer une journée. Et là, ça fait pratiquement une semaine qu'ils sont dans les rues, qui bloquent, qui font des trucs, tout simplement. Donc, ce live, je pense, est nécessaire parce qu'il faut qu'on se rende compte de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qui est dans ce mouvement et quel avenir ce mouvement peut avoir. Vous pouvez participer à ce live via le chat YouTube. Moi, j'ai mon petit téléphone, je lis vos commentaires en même temps. Donc, je fais remonter vos questions, vos affirmations, vos idées. Et puis, pour les plus riches d'entre vous, il y a Tipeee Stream dans la description. Vous pouvez donner juste 1 €, ça soutient la chaîne et votre message passera à l'écran et je verrai la question plus facilement. Mais je prends les questions du chat et de Tipeee Stream, les deux. Enfin voilà, bref, faites-en ce que vous voulez, vous me connaissez, voilà, c'est bon. Je vais laisser nos invités se présenter parce qu'on se présente jamais mieux que soi-même. Donc, je te donne la parole en première. Écoute, moi c'est Véronique, que je fais partie du mouvement des manifestations des Gilets jaunes parce que je me sens concernée par ce qui se passe actuellement. Donc ça me coûtait à cœur finalement d'être là avec vous et de l'expliquer. Et au-delà des Gilets jaunes, dans la vie, tu fais quoi ? Dans la vie, je suis infirmière en clinique privée et malheureusement actuellement je suis en arrêt maladie en attente de reclassement. Alors, moi, c'est Valentin. Donc, j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes la semaine dernière. Un petit coup à Auchan-Saint-Priest. Ensuite, je suis allé sur le péage de Saint-Quentin-Fallavier. Et puis, depuis hier, j'ai été à la raffinerie de Feyzin. Donc, j'ai rejoint ce mouvement puisque pour moi, c'est un beau mouvement. Au moins, les gens se bougent et pour réclamer plus de justice sociale et plus de justice tout court. À côté de ça, je fais partie de la France Insoumise. Toujours dans l'engagement pour la justice. Et puis sinon, dans la vie, je suis en train d'essayer d'ouvrir un restaurant à Villeurbanne. Voilà. Bonsoir, moi je suis Juliette. J'ai travaillé avec Partager c'est sympa en tant que scénariste pendant un moment. Et maintenant, je suis ici parce que j'ai écrit un texte sur la page La Meuf avec les mots pour parler de cette mobilisation Gilets jaunes à laquelle j'ai participé samedi, mais pas depuis. Parce que je voyais une scission en train de s'effectuer entre, on va dire, le monde écolo auquel j'appartiens et cette mobilisation. Et je trouvais ça peu stratégique et presque dangereux. Donc j'ai voulu prendre la parole et j'ai dit mon avis là-dessus. Et donc, tu disais, voilà, il y a des scissions qui commencent à peut-être apparaître ou non. Enfin voilà, la première question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est qui est dans ces Gilets jaunes ? Parce qu'au final, quand on regarde un peu le fil Facebook de tout le monde qui suit les médias classiques, on nous dit que le gilet jaune, c'est un beauf homophobe, sexiste, raciste, qui n'est pas politisé parce que c'est pas des syndicats, des partis. Enfin, on a l'impression que les médias ont rien compris à ce qui se passe. Ils essayent de raconter quelques trucs, genre on a trouvé un mec qui est raciste, je vous jure, qui sont tous racistes. Et au final, on ne sait toujours pas qui sont ces gilets jaunes et on ne sait toujours pas est-ce qu'on peut même les définir. Donc voilà, est-ce que c'est des gens de gauche ? Est-ce que c'est des gens de droite ? Est-ce que c'est plutôt des militants ? Est-ce que c'est des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron ? Je pense qu'effectivement, il y a sûrement des gens qui ont dû voter pour Emmanuel Macron, qui aujourd'hui sont sûrement déçus de ce qui se passe et qui en ont juste ras-le-bol. En fait, on est juste des citoyens qui en avons juste ras-le-bol et on est tous descendus manifester et on est des parents, des retraités aussi, parce qu'il y en a, des adolescents pour le coup. Des fois, il y en a qui se présentent. Alors, on essaye de pas trop en avoir au niveau sécurité et débordement. Vraiment, c'est tout le monde, tous les citoyens en fait de France qui sont descendus dans les rues pour donner leur mécontentement. Donc apolitique, pourquoi ? Parce qu'effectivement, étant donné qu'on est tous des citoyens et qu'on peut avoir des idées politiques complètement différentes, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas un problème de droite, de gauche, de centre ou autre, c'est un problème de vie au quotidien qui n'est plus supporté et supportable.
Moi, j'ai entendu des gens qui travaillent. Hein, des fois, vous avez des pères, mères célibataires qui travaillent, qui vivent dans leur voiture. Et c'est juste pas normal. Des gens qui ont un boulot, des couples, qui mettent quasiment pas le chauffage chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le chauffage. Donc, quand vous voyez qu'il y a plus de 23% encore d'augmentation cette année, ben oui, il y a un moment où les gens ne peuvent plus se chauffer. Donc, on est tous ces mondes-là, ces gens-là, qui en ont ras-le-bol de rentrer chez eux après des journées de travail ou pas, parce qu'il y en a qui sont peut-être au chômage, mais qui sont épuisés et qui, au final, ne peuvent pas s'en sortir parce qu'à quasiment entre le 5 et le 10 du mois, et ben, leur paye est partie dans toutes les charges et ils se regardent le blanc des yeux pour essayer de savoir comment ils vont faire pour manger. Donc c'est surtout ce genre de population en fait, qui est dans les rues. Donc après, il y en a qui peuvent descendre, qui peuvent le faire. Il y en a qui ne peuvent pas, qui participent différemment. Donc après, la participation de chacun est complètement différente. Et chacun à son niveau, chacun avec ses possibilités. Il y a des handicapés aussi qui descendent. Voilà, vraiment, c'est vraiment tout le monde qui est touché par ce qui se passe actuellement, par l'économie en général. Ouais, moi, je vois cette question partout dans les médias. Qui sont les gilets jaunes? Et je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que ça permet de savoir qui c'est? C'est la question. Qu'est-ce que ça permet de savoir qui sont dans la rue? Je pense qu'au début, beaucoup de gens ont été réticents à sortir dans la rue avec les gilets jaunes, justement parce qu'on ne savait pas qui c'était. Et ça a été un truc assez novateur dans la vie politique française. D'habitude, on sait. Tu vois, genre, il y a la CGT qui dit le 1er décembre, tout le monde sort dans la rue. Tu sais que si tu es gauchiste, le 1er décembre, tu es dans la rue. Et là, il n'y a personne qui a appelé à sortir dans la rue, enfin, je veux dire, en organisation syndicale ou un parti politique. Et donc, les gens ne savaient pas qui étaient ces gilets jaunes et ça laissait cours à des rumeurs comme quoi c'était l'extrême droite, comme quoi c'était les nazis limite. Enfin bref, les médias ont monté ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens de gauche et d'écolos qui sont pas sortis avec les gilets jaunes parce qu'ils ne savaient pas qui c'était et ils n'avaient pas envie d'alimenter un mouvement qui serait possiblement d'extrême droite. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pertinent qu'on dise au moins qui sont les gilets jaunes ou qui ils ne sont pas ou voilà. Pour ne pas faire dire à ce mouvement autre chose que ce qu'il est. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est comme tu dis, il y a vraiment tout le monde dans ce mouvement. Des artisans, des commerçants, des ouvriers, des chômeurs, des smicards. J'ai rencontré vraiment plein de gens. Et le sentiment général, c'est vraiment le ras-le-bol, quoi. On veut autre chose, on en a marre de ce président qui fait n'importe quoi, qui est complètement hors sol. Et donc, le but, pour moi, c'est un avenir meilleur, quoi. Le slogan qui est répandu assez communément, c'est Macron démission. Et le but, c'est qu'il dégage, quoi, qu'on mette quelqu'un d'autre ou qu'on prenne nous-mêmes le pouvoir, mais pour en tout cas avoir un monde meilleur après. Et puis, je m'étais fait une petite réflexion l'autre fois, on rigolait, puisqu'avec un copain, on rencontre plein de copains là-bas aussi, c'est pas mal, hein. Venez nous rejoindre. Et donc, il avait un gilet jaune Delkia, celui qui était à côté, il avait un gilet jaune Carrefour, je crois, et celui d'à côté, un DHL. Et on s'est dit, mais en fait, c'est la nouvelle tenue du travailleur, quoi. Avant, c'était le bleu de travail. Maintenant, on porte tous des gilets jaunes au boulot. Et donc, c'est un mouvement du peuple qui travaille et qui en a marre de se faire spolier par les gens qui accumulent. Alors quand tu dis, dans les slogans qu'on entend, c'est Macron démission, Macron on vient de chercher, tout ça. Mais derrière ça, Macron démission pour faire quoi? Et c'est là la question que j'aimerais vous poser. Quelles sont les revendications exactes? Parce que si c'est juste Macron dégage, au final, après on peut réélire derrière une autre personne choisie par Jacques Attali et on sera à la même chose, quoi. Donc Macron démission, mais pour faire quoi ensuite? Alors très honnêtement, pour avoir regardé l'émission avec Hanouna et Flyrider qui étaient à l'intérieur, qui a dit officiellement qu'il n'y avait pas de réélection en fait possible. On ne veut pas justement que Macron démissionne et qu'il y en ait un autre qui soit comme lui et qui récupère la place. Déjà, pour une raison, c'est que je ne sais pas combien il touche par mois, mais les millions et le million de personnes qui sont là-haut, comme il dit si bien Macron, je suis au sommet. Et qu'en fait, s'ils commençaient déjà par faire des économies, ça serait bien, mais apparemment, ils ne l'envisagent pas. La personne qui passera derrière fera pareil. N'envisagera pas de baisser ses revenus.
Donc c'est en fait de mettre le peuple à l'Assemblée, carrément. Au moins le temps de faire une transition et de pouvoir se dire on passe par des référendums, le peuple de nouveau s'exprime, donne par rapport à une liste évoquée sur beaucoup de choses, les taxes bien sûr en font partie, mais je dirais qu'aussi je pense que les problèmes écologiques, parce que ça nous touche au quotidien en tant que citoyens, très honnêtement, moi en tant que mère de famille et en tant que femme, au niveau écologique, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. On autorise encore à aujourd'hui le glyphosate. Personnellement, c'est sympa, mais ça ne vous dérange pas de nous tuer derrière avec des produits qui sont juste pas possibles, alors qu'on sait qu'on peut vivre avec une culture plus saine et sans surconsommation. Donc, ce qui entraîne une écologie, une mise en place écologique différente. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a beaucoup à travailler là-dessus. Après, l'histoire des voitures... stop quoi. Donc voilà, c'est ça que je pense que l'objectif qui est donné, c'est qu'il y aura beaucoup de points à traiter, de points qui touchent tout le monde au quotidien, parce que là, monsieur, je sais pas où c'est qu'il est, mais il va traiter de partout. Il se déplace en hélicoptère pour aller à Besançon. Enfin, il y a un moment, on n'est juste pas logique. Nous, on ne doit pas rouler avec nos voitures pour aller travailler, mais lui, en hélicoptère pour faire quelques kilomètres, ça ne lui dérange pas. Donc, c'est le peuple au pouvoir et faire cette transition et de remettre des choses à plat correctement. Je pense qu'on est tous plus ou moins sensés et avec des porte-paroles qui auront le temps de pouvoir mettre ça en place. Ça pourrait être sympa. Et alors, quelque chose sur lequel j'aimerais que vous réagissiez notamment, c'est là, ce que vous nous dites, c'est la démocratie, le pouvoir au peuple, ce que tu nous dis, c'est des idées qui sont vachement politiques, en fait, et qui sont vraiment dans les réseaux militants depuis des années, cette idée de démocratie directe, etc. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des gens qui... ça fait pas des années que vous militez pour la démocratie, je veux dire, au sens politique. La démocratie directe, avant, par exemple, sous Hollande, on avait beaucoup moins de gens dans les rues pour dire on veut le pouvoir au peuple. Ils disaient juste on veut plus Hollande, mais au final, il y avait moins cette volonté démocratique. Et là, je trouve ça intéressant de voir que des Français qui, a priori, ne sont pas politisés parce qu'ils ne sont pas dans des partis, pas dans des syndicats, arrivent à tenir un discours où ils te disent Macron démission et derrière, pouvoir au peuple. Et ça, pour des organisations plus classiques comme la France Insoumise, ou dire de manière globale, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Est-ce que c'est assez construit ou pas ? Pour moi, c'est carrément une bonne nouvelle. Effectivement, c'est peut-être aussi un signe qu'on a réussi la campagne des présidentielles, puisqu'on a quand même collé plein d'affiches. Notre programme, il est donc le programme L'Avenir en commun. C'est un triptyque, en gros. Il y a trois sujets majeurs, c'est le social, la démocratie et l'écologie. Et là, il y a un élan qui va clairement vers ça. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Donc moi, ça me fait plaisir. Que ça passe par la France Insoumise ou pas, d'ailleurs. Et la France Insoumise, c'est un mouvement, donc tout le monde peut aller dedans. Si on change d'outil, on change d'outil. C'est pas la question. Si demain, les Gilets jaunes, il y en a qui veulent se présenter aux élections, alors ça sera avec plaisir qu'on pourra voir comment on peut les aider. Puisqu'un programme, c'est quand même compliqué à faire, donc c'est bien d'être un petit peu coordonné. Mais en tout cas, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment un point positif en France et c'est ce qui pourrait changer les choses. Moi je pense... effectivement, le mouvement Gilets jaunes s'est revendiqué non politisé. Je pense pas qu'il est non politisé, je pense qu'il est non partisan. C'est qu'il refuse tout parti politique et les élus et justement le monde politicien nous fait croire que la politique, c'est uniquement ça. Mais c'est pas vrai. La politique, c'est s'occuper de comment on vit ensemble et quelles règles on suit, est-ce qu'on suit des règles et comment on s'organise et tout ça. Et ça concerne tout le monde. Et si ce mouvement Gilets jaunes veut dire que les gens commencent à se sentir légitimes pour s'occuper de politique au sens vivre ensemble, c'est génial. Parce que effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par l'élite, par la classe dirigeante, par le gouvernement, pour faire croire aux gens que c'est un truc de spécialiste. Que si t'as pas fait des études brillantes, si tu parles pas leur jargon à la con, t'es pas capable de comprendre et t'es pas capable de faire. Alors que c'est pas vrai du tout. Ensuite, pour la question, est-ce qu'on vire Macron, qu'est-ce qu'on met à la place, etc. Je
j'ai pas la réponse maintenant, et j'ai pas envie de décider toute seule en plus. Et je vois pas l'intérêt de devoir y répondre maintenant. C'est 2 temps différents. Là, on a un moment où on dit non, où on refuse, et c'est un moment important dans la prise de conscience et dans une... Je sais pas comment on peut appeler ça, une révolution, une révolte, une insurrection, une évolution, j'en sais rien. Mais faut pas négliger ce temps du non, et c'est pas parce qu'on sait pas ce qu'on va faire après que ça n'a pas de la valeur. Là, on refuse, c'est un système dont on veut pas, c'est un leader, je sais pas qu'on peut l'appeler un gouvernant dont on veut pas, c'est même une élite en entier qui est remise en question. Et peut-être même un système, moi je doute carrément de la République, de la démocratie, du système représentatif, des élections. Moi je doute de tout ça, je remettrai bien tout ça en question. Mais si on n'a pas la réponse maintenant, à mon sens, c'est pas grave. C'est peut-être pas l'étape sur laquelle il faut se pencher maintenant. Il faut se poser la question tous ensemble, mais ne pas y répondre, c'est pas grave. Oui, je suis complètement d'accord. Dans un premier temps, on avait vraiment besoin de manifester et de dire que on n'était pas d'accord avec ce qui était en train de se passer et que là, c'était le trop-plein et que c'était stop avec ce qui se passe. Et effectivement, ça va être en plusieurs étapes. Les choses viendront au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des idées. Effectivement, on n'est pas obligé de sortir de l'ENA ou d'avoir fait leur école pour pouvoir se dire, nous, au quotidien, on a besoin d'autres choses pour vivre. Donc, ça se fera plus tard. Les choses s'installeront correctement. Et déjà, après, que le gouvernement donne sa démission, qu'il se destitue. Et après, on verra par la suite, avec le peuple et les citoyens à l'Assemblée, et les choses se feront progressivement. Alors moi, quelque chose qui me bluffe dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être militants, qui n'ont pas l'habitude d'avoir organisé des mouvements sociaux, des blocages, des nuits sur place, enfin des trucs que d'autres peuvent avoir l'habitude de faire. Et là, on voit que le mouvement, depuis samedi, s'est pas arrêté. Et que les gens, ils s'organisent. Et qui font des trucs encore plus fous que ce que les syndicats et les partis politiques auraient pu faire. Et au final, ils demandent la démocratie directe, mais ils l'appliquent directement. Je voyais les décisions sur les endroits où il y a les gilets jaunes, elles se font au vote direct, tout le monde choisit, il n'y a pas de leader. D'ailleurs, il n'y a pas d'élection de leader. Enfin, ça dépend, peut-être à certains endroits, il y en a, mais du coup, du moins là où moi j'ai regardé... Pas par ici, en tout cas. Voilà, pas par ici, il n'y a pas d'élection de leader. Enfin, il y a vraiment une volonté d'autogestion et qui fonctionne. Et c'est là où j'aimerais vous poser la question. Comment ça se fait que cette autogestion fonctionne aussi bien, on va dire, et qu'elle évolue? Et surtout, comment, au travers de cette autogestion, les Gilets jaunes peuvent réfléchir à nationaliser leur mouvement? Parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Je parlais encore avec des Gilets jaunes tout cet après-midi, qui me disaient, notre but maintenant, ça va être de faire une charte des Gilets jaunes pour donner une cohérence nationale au mouvement. Parce que pour l'instant, c'est des mouvements, on va dire, assez locaux, avec des revendications qui varient plus ou moins. Et comment tout ce mouvement va réussir à se fédérer, à s'organiser en totale autogestion avec des gens qui n'ont jamais eu, qui n'ont pas l'habitude de faire ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que tu poses 2 questions différentes. La première, c'est comment il marche. Et puis la deuxième, c'est du coup comment se structurer. Pour moi, c'est clairement pas la question en ce moment. Enfin, faut garder justement ce côté apolitique, ce côté déstructuré pour avoir la masse, pour être de plus en plus nombreux. Et alors après, on verra. Mais là, c'est pas la question. Et je voulais juste te dire quand même que ça marche vraiment bien, en plus de marcher tout court. Et les gens sont vraiment géniaux, quoi. On rencontre des super personnes. L'autre fois, j'étais à Saint-Quentin. On venait de se faire chasser par les flics du péage. On revient en rond-point, parce que c'est un peu un camp de base, quoi, où on fait du feu pour se réchauffer. Et il y a une nana qui est arrivée avec 25 pizzas. Je pense qu'elle tenait une pizzeria, je sais pas. Enfin, c'est génial. Après, il y a eu des gens qui nous ont amené des bûches de bois pour faire brûler. Il y a tout le temps des livraisons, en fait. Des gens, quand ils n'ont pas le temps, ils amènent des trucs, ils repartent. Après, ils reviennent quand ils ont un peu de temps. Il reste une demi-heure, ils repartent. Enfin, c'est vraiment super. Et on a réussi à tenir le rond-point pendant un bon moment, quand même. D'ailleurs, je crois que ça tient encore ce soir, ouais. Et ils ont sûrement besoin d'aide si vous voulez aller les aider. Ça bloque aussi à Fézin et à Villefranche. Et à Meximieux, je crois. Plus à Villefranche. Je suis complètement d'accord. En fait, cette autogestion, elle est due, je pense, parce qu'en fait, on met toutes nos idées en place. On partage, plutôt. Et le fait de se mettre en cohérence, et comme on partage tous les mêmes idées, parce qu'on est touchés au quotidien, il n'y a pas de divergence par rapport à ça. Donc, ça permet de pouvoir se dire, on va tous dans le même sens, donc on veut une cohérence dans ce qu'on met en place.
Donc après, il y a des choses qui sont plus ou moins structurées. Donc on essaye, on est un petit groupe et on essaye de structurer au maximum. Mais on se rend compte, moi je découvre certains réseaux sociaux avec des vidéoconférences, je ne connaissais pas. C'est... Quoi comme réseau social par exemple? Le plus gros, c'est Facebook qui est en place, mais bon, comme il y a beaucoup de blocages, c'est pas mal censuré, faut être honnête. Voilà, donc bon, après on fait comme on peut, c'est pas grave, on se parle, on discute, on se rend compte s'il y a besoin. Voilà, on s'est quand même vu la semaine dernière. Pour tracter, pour mobiliser les gens, les sensibiliser. Et on se rend compte que ce contact fait que ça mobilise. C'est ça qui fait qu'on part tous ensemble dans la même chose, parce que sans qu'il y ait de leader, sans qu'il y ait justement, parce qu'on partage les mêmes idées. Il y avait autre chose que tu avais dit qui m'avait percuté au début. Que les gens étaient sympas, peut-être, et qu'ils amenaient plein de trucs. Oui, c'est ça. Et en fait, après, c'est là où on voit que les gens sont sensibles, et les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas venir, ils se mobilisent à leur façon. Donc, ils sont présents comme ils peuvent. Donc, c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est le message qu'on essaye de faire passer. On a besoin de tout le monde. Et oui, mais comment ? À votre niveau, comme chacun peut le faire. C'est-à-dire que si vous voulez venir sur les mouvements, c'est 1 heure. Si vous voulez apporter du ravitaillement aux gens qui sont coincés et qui ont besoin de ravitaillement, vous pouvez. C'est chacun fait comme il peut, avec ce que tous les gens travaillent. Ceux qui ne travaillent pas se déplacent. Ceux qui travaillent essayent de se déplacer en dehors. Voilà. En fait, cette organisation, elle tient parce que tout le monde se dit, allez, il faut motiver, il faut rester motivé. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher parce que là, on n'en peut plus. Donc, c'est pour ça que ça tient, en fait. Et sur les moyens d'action, pour l'instant, on a commencé sur du blocage, on va dire blocage, filtrage des ronds-points, des routes, et mise en place des péages gratuits. Enfin, voilà, c'était le début de la mobilisation, mais ça a évolué petit à petit. Aujourd'hui, je vois plein de gilets jaunes qui me disent « Notre but, c'est plus de bloquer les automobilistes, nos concitoyens, parce qu'au final, ils se rendent compte que c'est pas tenable, que les automobilistes, ça les énerve plus qu'autre chose, qu'ils se battent en fait entre eux, entre automobilistes et gilets jaunes, mais au final, pourquoi faire une distinction ? On est tous français et on est tous dans la même merde. Du coup, vers quoi évolue le mouvement des gilets jaunes et vers quelles actions il devrait réfléchir à évoluer pour être plus efficace. Donc peut-être, René, tu peux peut-être nous dire un peu plus sur le terrain ce que les Gilets jaunes prévoient de faire, comment ça a évolué un peu et ce qu'ils vont faire par exemple ce week-end. Et Valentin aussi, et Juliette, peut-être plus un éclairage plus large sur ce qui serait pertinent de faire, où sont les points stratégiques, ou à moins que tu aies autre chose à dire. Avant de parler de comment les Gilets jaunes pourraient être plus efficaces dans leurs actions, moi je voulais déjà souligner, avec mon regard, moi qui fais pas mal d'actions et de manifestations écolo, ou pour le climat, pour la défense de la biodiversité, tout ça, j'ai été effectivement bluffée par la radicalité immédiate choisie par les Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'était des manifestations non déclarées, avec du coup pas de référents et qui ont déclaré quoi que ce soit à les préfectures. Il y a eu tout de suite une envie de blocage plutôt qu'une envie de défiler dans les rues. C'était effectivement autonome avec plein de groupes qui étaient plus ou moins coordonnés entre eux, mais à plusieurs endroits de la ville. Et s'ils n'étaient pas d'accord sur l'endroit où ils allaient, ils se séparaient. Moi, j'ai jamais vu ça dans les manifestations écolo, et ça a complètement perdu la police. La foule ne sachant pas elle-même ce qu'elle allait faire, elle était imprévisible pour la police, donc elle était très peu encadrée, donc elle n'était pas empêchée d'aller là où elle avait envie. Donc déjà ça, j'ai envie de le saluer, quoi. Y a vraiment des autoroutes qui ont été bloquées, il y a vraiment des endroits qui ont été bloqués. Après, il y a des plus et des moins. En tout cas, dans le groupe où j'étais, moi, j'ai retrouvé des amis à Bellecour, et du coup, on a fait le circuit avec les gens dans la ville. On décidait au moment où on y était, où on allait aller. Et du coup, j'ai pas eu l'impression de faire un blocage significatif et dans la durée qui avait une vraie portée. C'était plutôt où on avait, où nos pas nous emmenaient. Et on a fait plusieurs lieux, on a fait des allers-retours. Bon, est-ce que ça a eu un vrai impact ? Est-ce que ça a été, j'en sais rien, mais ils ont déjà été suffisamment efficaces. Je pense que les mouvements climat devraient regarder ça et se poser des questions sur comment on fait nous. Est-ce qu'on dérange vraiment des gens en faisant des manifs encadrés ? Ouais, alors, on va remettre de côté peut-être la question que j'avais posée sur comment, parce que ça me fait rebondir sur quelque chose où Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, il a dénoncé la radicalisation de la mobilisation.
Et c'est pour rebondir sur ce que tu disais, wow, ils avaient quand même ils étaient vachement radicaux dès le Oui, début. alors attention, c'est pas un gros mot, hein, C'est ça, radicaliser. c'est pas un gros mot. Enfin, dans la bouche du gouvernement, ça l'est. Dans la bouche du gouvernement, c'est un gros mot. Mais voilà. C'est prétexte à un appareil de répression, un appareil judiciaire répressif et sécuritaire très développé. Mais radical, ça veut juste dire des moyens d'action en cohérence avec l'urgence de la situation, que ce soit une urgence sociale, une urgence climatique ou une urgence fiscale. C'est un peu la proportionnalité des moyens que le gouvernement prétend appliquer en nous réprimant. Bah, nous, c'est en agissant. C'est surtout aussi, je dirais, à la survie du citoyen actuellement. Donc c'est une réaction par rapport à la survie. Parce qu'on en est plus à se dire on ne vit pas, on survit. On travaille, on n'arrive pas à vivre. Ce qui est juste pas normal à l'heure actuelle. J'ai vu passer un petit panneau en disant que si le SMIC il avait été augmenté autant que le carburant, on serait à 3100 € à peu près, je crois, de SMIC actuel. Donc ça donne un petit peu l'inflation qui n'est pas respectée. Après, pour revenir par rapport au mouvement, oui, on se déplace, on essaye de trouver des moyens d'action qui sont cohérents pour ne pas justement bloquer le peuple, car les autres citoyens comme nous ont dit clairement, voilà, on n'a pas envie d'être bloqué, on vous soutient, mais on n'a pas envie de subir les conséquences. Ce qu'on peut tout à fait concevoir, que c'est pas drôle pour tout le monde. Après, nous, on en subit les conséquences aussi, hein, mine de rien. Mais donc, on est parti sur des systèmes de filtrage. Après, on essaye aussi de travailler avec les RG, très honnêtement, pour essayer de cadrer un maximum. Nous, on a fait partie du mouvement de Saint-Priest samedi. On était beaucoup en discussion avec eux, ce qui fait que ça s'est relativement très bien passé. Ils donnent des consignes de sécurité où à la fin, ils nous ont dit là, ça commence à déborder. Il faut savoir dire stop et il faut savoir dire on met un frein et on arrête. Donc, on a écouté les consignes de sécurité pour éviter les débordements. Ce qui, malheureusement, se passe sur d'autres sites et d'autres lieux, c'est que il y a des personnes qui arrivent, qui sont souvent alcoolisées, qui perturbent le mouvement, qui empêchent le mouvement de rester en place. C'est quand même pas souvent et c'est pas la Ouais, majorité. mais c'est arrivé sur 2 sites et malheureusement, on a perdu les 2 sites de blocage, en tout cas pas de blocage, mais d'ouverture des barrières sur les péages. 2 gros péages qui permettent justement de toucher l'État un peu directement au lieu de toucher les citoyens. Et c'est un petit peu dommage. Ouais. Donc, après, oui, il y a d'autres mouvements qui sont en train de se mettre en place. Très honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on ait très envie d'en parler parce qu'il y en a qui ne veulent pas, parce qu'ils ont beaucoup de mal à se mettre en place. Et par ces difficultés de se mettre en place, ils essayent de faire un gros rassemblement et vraiment d'être un maximum pour vraiment faire... je dirais pas un coup d'État, mais voilà, pour vraiment dire stop, on est là et on est en masse. Encore une fois, on n'est pas parti. Cette semaine a été pas cool, moins intense que le week-end, mais il y a des gens qui travaillent. On ne veut pas perdre notre travail. Donc c'est fait en corrélation avec le travail. Donc c'est mixer un peu tout. Donc ce sera intéressant surtout de voir ce week-end combien de gens vont monter sur Paris. Est-ce qu'ils vont réussir à approcher un peu plus près de l'Élysée ? Ce qui m'étonnerait, mais je soutiens l'initiative. Et c'est quand même fou, et de voir que quand tu as des militants qui essayent de réfléchir à leur manifestation cadrée, machin, pour que ce soit le plus impactant possible, en fait, ça c'est juste bonjour pendant une journée et après ils rentrent chez eux. Et quand le peuple, je dirais, pas militant, sort dans la rue, c'est qu'il y en a vraiment en gros de ouf, et il fait beaucoup plus peur, et il est beaucoup plus efficace en termes de révolte. Bien sûr, ouais. C'est ce qui était moi, ce qui m'a plu aussi la première fois que j'ai rencontré des gilets jaunes, c'était sur le parking d'Auchan. Nous, on collait des affiches et du coup, il y a des gars qui nous donnent des tracts. On fait vous êtes les gilets jaunes qui préparaient le truc. Ils nous font ouais. Donc on a tracté un petit peu ensemble, on a discuté et ils nous ont dit mais le but c'est pas de faire un jour et on rentre chez soi quoi. C'est après on continue. Et on s'est dit... je ne sais pas si tu avais remarqué, mais c'était marqué à partir du 17. C'était vraiment pas le 17, c'était à partir. Et ce qui était étonnant, c'est que ça a vraiment tenu. Moi, je suis allé du coup le lundi soir au péage de Saint-Quentin. Il neigeait et il y avait 150 personnes qui sont restées là toute la nuit. Donc c'est vraiment incroyable. C'est vrai que quand on fait une manif, je sais pas, une manif devant la préfecture pour soutenir... les infirmières, par exemple, l'autre fois, encore que c'était super bien, parce qu'elles se sont décidées à bouger un petit peu. C'était vraiment pas mal, ça a foutu le boxon un peu. Il y a eu des gilets jaunes qui sont venus
les rejoindre. Ensuite, il y a eu des infirmières qui sont venues sur les points de blocage. C'est cool quoi, de voir ça. Mais en tout cas, ouais, là, c'est un mouvement fort et puissant. Donc, je pense que c'est le moment de le rejoindre si on veut faire évoluer la France. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis par rapport aux infirmières. Pourquoi c'est pas syndicalisé? Pourquoi c'est apolitique? Parce que malheureusement, on ne veut pas traiter avec le gouvernement. Je pense que l'objectif étant d'une destitution, s'il y a syndicat, il y a forcément négociation avec un parti, en tout cas, et le gouvernement. Là, on ne veut pas de négociation, on ne veut rien négocier, c'est plus négociable. C'est refaire tout ce qui est à faire sur la Constitution. Moi, je suis à Solidaire quand même syndicalement et j'ai vu l'appel qu'ils ont lancé il n'y a pas longtemps qui est quand même pas mal. Donc c'est des revendications effectivement, mais c'est le SMIC à 1 700 €, c'est les services publics pour tous, refaire des petites lignes de train, remettre des hôpitaux, remettre des maternités avec du personnel dedans, c'est remettre plus de profs, plus d'écoles pour avoir des classes à moins de 35 élèves. Enfin, c'est vraiment ce qu'on veut, je pense, ce qui va dans le bon sens et ce que Macron ne fera pas de toute manière. Alors, je ne suis pas du tout politisée, je suis juste un petit peu rationnelle. Pour travailler dans le privé au niveau médical, à part ce qui est les hospices, quand on parle de Lyon, les hospices civils de Lyon qui sont donc de l'État, fonctionnaires, le reste, on est racheté par des grosses multinationales étrangères. Donc les cliniques sur Lyon n'appartiennent pas à des multinationales françaises, quoi. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et comment faire? Donc après, c'est beaucoup de questions. Oui, moi, je suis d'accord. On n'a plus de maternité ou d'hôpitaux de proximité, et ce qui met en danger, franchement, la vie du patient. Et Juliette, je te laisse dire si tu as un truc à dire avant que je passe aux questions. Soit si tu veux réagir sur ça, soit je passe. J'avais envie déjà, j'ai oublié la question de base. Je ne sais plus ce que tu as posé comme question. Mais j'ai envie de réagir. Il y a plein de commentaires sur pourquoi les blocages. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de bloquer les gens alors que c'est contre l'État qu'on en a? J'ai envie de... Alors, je ne sais pas si les blocage des routes c'était vraiment stratégique. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire ou d'autres choses? J'en sais rien. Mais par contre, un des objectifs qui a réussi, c'est que le but d'une mobilisation, c'est de déranger quand même. C'est qu'il y a un souci qui est celui d'une minorité. En tout cas, ça mobilise une minorité de gens et l'enjeu est de faire émerger le sujet auprès d'un plus grand nombre pour que, une fois que ce plus grand nombre est mobilisé, on puisse représenter un poids qui fait ployer une force telle que le gouvernement. Donc, si ça dérange pas, en fait, on s'en fout. Si notre voiture elle est pas arrêtée, on roule et puis on passe à autre chose et notre journée elle continue. Donc, oui, il y a plein de gens que ça a dérangé et c'était l'objectif parce que quand on n'est pas dérangé, on fait rien. Moi, je vois ça tout le temps par rapport au mouvement climat. On est coincé entre l'envie d'être bienveillant et d'être enthousiaste et de montrer aux gens hey, c'est cool, et puis en fait tant qu'on les dérange pas vraiment il se passe rien. C'est pas que les gens se sentent pas concernés, c'est qu'ils ont autre chose à foutre et que des fois ils ont envie de se mettre des œillères ou des fois ils ont envie de penser à autre chose et finalement il faut avoir le culot de L214 pour montrer des horreurs et là les gens ils sont hyper dérangés, mais du coup, ils réagissent. Donc, première chose, l'objectif des blocages, c'était de déranger, et ça a réussi. Et deuxième chose, je voudrais aussi souligner le fait que y a eu le mouvement des Gilets jaunes a eu une visibilité médiatique incroyable. Ouais. Ce que n'a pas eu le mouvement des cheminots, et ce que n'ont pas eu les marches pour le climat, alors qu'on a mobilisé, c'était les plus grosses mobilisations pour le climat en France depuis des dizaines d'années, voire je ne sais même pas s'il y a déjà eu ça, en fait, un jour. Et on n'a pas du tout eu la même couverture médiatique. Alors, ce n'est pas explicable que par les actions qui ont été mises en place, la spontanéité, le fait que ce n'était pas encadré, tout ça. Il y a sûrement d'autres critères dont je n'ai pas la clé pour l'expliquer. N'empêche que c'est un fait. Parce que tous les médias en ont parlé. Oui, mais parce que ça touche le citoyen et tout le monde en général. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a permis que les médias se disent « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qui est dans la rue ?» Qui est dans la rue? Les citoyens, en fait, le peuple, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres critères à dire. Et déranger, oui, on est obligé de déranger un petit peu. Comme tu dis, on a besoin d'être bloqué un petit peu. Alors le blocage nous dérange beaucoup, nous pour beaucoup, parce qu'on n'a pas envie de bloquer, mais on a envie de dire stop, oui, le français est dans son petit quotidien. J'aime pas être dérangé, je continue ma vie, je suis d'accord avec vous, mais je continue. Non. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est pas en restant sur mon canapé ou en restant derrière ma télé que je vais changer les choses, et aujourd'hui, j'en peux plus.
Donc je pense que c'est pour ça que tout le monde était concerné Mais du coup, et tu que les penses- médias... Du coup, tu penses que par rapport le mouvement climat, ça concerne moins les gens, ou par exemple le mouvement Non. des cheminots, ça concerne moins les gens. ça C'est qui concerne explique la pas. couverture Alors médiatique. pour moi, c'est pas que ça concerne moins les gens, c'est que au quotidien, on se rend pas compte parce que ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu plus volatiles et pas palpables. Le climat est important, je rejoins complètement pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Mais au niveau palpable aujourd'hui, c'est ce qui rentre dans mon porte-monnaie et ce que je peux pas donner à manger à mes enfants. C'est ça, je pense, qui rend les choses vraiment difficiles et qui rend que les gens, ils en peuvent plus de vivre à découvert à partir du 5 du mois. C'est pas normal. Et c'est ça qui est palpable et c'est ça qui a fait descendre les gens et dire stop, là, on n'en peut plus. Et alors justement, là, j'ai une question de Toupix qui rebondit sur ça et qui dit, est-ce que vous avez des idées pour que les marches pour le climat et les gilets jaunes se rejoignent ? Puisqu'on parle justement de marche pour le climat et de gilets jaunes, les deux vont arriver dans pas longtemps. Il y a les marches pour le climat qui vont arriver, les gilets jaunes vont très certainement continuer. Comment faire pour qu'on n'ait pas deux groupes distincts mais qu'on ait une convergence des luttes? Alors, moi, c'est aussi un peu pour ça que je suis venu, et c'est sympa de m'avoir invité. C'est pour essayer de parler au maximum du mouvement des Gilets jaunes, et justement dire c'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite, c'est pas des gens qui en ont rien à foutre du climat et qui sont là contre la hausse de l'essence. C'est justement des gens qui en ont marre, qui en peuvent plus, et qui voient une transition énergétique qui se fait pas, et qui, dans le discours, est en train de se faire, mais de façon injuste. Donc on en a vraiment marre, et pour avoir la transition énergétique, il faut une politique sociale plus juste pour que les gens aient au moins une envie commune d'aller vers un avenir écolo. Je peux te couper 2 minutes Ouais, parce que par rapport à ton avenir écolo et cette reprise énergétique, je maîtrise pas le terme comme toi. Moi, ce que je vois, c'est qu'on veut nous faire vendre des voitures électriques qui aujourd'hui, au niveau budget, tout citoyen n'est incapable d'y accéder. Et en plus, ça pollue. Et en plus, on sait aujourd'hui que ces voitures électriques vont polluer. Mhm. Parce que ça fait fonctionner les centrales, on ne sait pas ce qu'on va faire des batteries plus tard à terme. Donc au niveau écologique, j'ai l'impression qu'on nous vend du vent. Donc on nous empêche de continuer à garder nos voitures pour aller bosser. On nous met des taxes supplémentaires, mais derrière on va pas aller mieux. Donc pour moi la réponse elle est pas bonne et c'est pas adapté cette histoire. Mais je suis d'accord. Alors justement, c'est ce que... excuse-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Donc en gros, cette hausse de taxe de l'essence, en plus, pour 80%, c'est réorienté vers le doublement du CICE. Donc c'est des aides aux multinationales, pas aux TPE, pas aux PME, hein, pas pour nous. Et 20% orienté vers la transition énergétique, qui en plus, de toute façon, n'est pas claire. Comme tu dis, s'ils veulent nous vendre des voitures électriques, c'est pas ça la transition énergétique. C'est quelque chose de global qu'il faut expliquer longtemps, sur lesquels des experts ont travaillé, mais c'est pas la volonté du gouvernement. Si Nicolas Hulot a démissionné, c'est aussi qu'il y a une raison. Donc voilà. Et puis, je voulais juste dire un mot sur ce que tu disais ça rejoint entre le fait qu'il y ait plus de médiatisation pour les Gilets jaunes que pour la manif climat. C'est que pour moi, les Gilets jaunes, c'est quelque chose de nouveau. En fait, ça se fait à la campagne. Alors que d'habitude, les manifs pour la SNCF, pour plein de choses, c'est souvent en ville, en centre-ville. Et là, c'est partout. C'est dans tout le territoire. Que la manif climat a été grosse à Lyon, à Paris, et aussi dans d'autres villes. Mais toujours en centre-ville, je crois, sauf si je me trompe. Et là, par l'ampleur et par l'occupation de tout l'espace national, ça donne quelque chose de plus fort pour moi. Voilà, donc si on pouvait joindre les deux, effectivement, ça serait trop bien de joindre les manifestations de ville avec celles de campagne et de recréer une cohésion pour destituer Macron, quoi. Moi, pour répondre à ta question, vu que j'ai aussi la casquette écolo et même surtout la casquette écolo ici, il y aurait 2 points, 2 questions. Et d'ailleurs, il y a une question que j'aimerais du coup vous poser directement. La première, c'est que ce qui se joue là avec les gilets jaunes et surtout cette taxe carburant, en fait, c'est pas une histoire d'écologie, c'est une grosse blague que c'est une mesure écologique. Si on veut prendre des mesures écologiques, mais il y en a des tas, commençons par
par faire payer les vrais plus gros pollueurs que sont l'agriculture, que sont le transport aérien, le transport par bateau. Développons les transports alternatifs, remettons à neuf, nationalisons les voies de chemin de fer et les gares, redéveloppons-les, développons un système de transport en commun jusque dans les campagnes qui puisse assurer aux gens le transport. Enfin, il y a des tonnes de choses à faire. S'ils ont pris cette mesure-là, moi, je ne peux pas soutenir qu'elle est écolo. Donc, le faux débat, est-ce que c'est écolo, est-ce que c'est pas écolo, cette taxe, c'est une blague. Par contre, il y a une vraie question liée au fait que si on veut être à la hauteur de l'enjeu climatique qui concerne nos enfants, mais en fait qui nous concerne, nous, directement, dans les dizaines d'années qui viennent, c'est beaucoup plus proche que ce que la plupart des gens croient, il va falloir que l'on divise notre niveau de vie par 10. Ça veut forcément dire des sacrifices pour tout le monde. Ça veut dire se déplacer moins, ça veut dire consommer moins, ça veut dire acheter moins, ça veut dire acheter moins loin, ça veut dire utiliser moins de choses, ça veut dire aussi moins travailler. Enfin, c'est un changement de rythme et de paradigme qui est abyssal et qu'il est totalement injuste de demander à une partie de la population sélectivement, sans contrepartie, maintenant, mais c'est un truc auquel il va falloir faire face à un moment donné. Et du coup, c'est plutôt cette question-là que je voudrais vous poser. Quand je vous dis ça, quand je vous dis qu'il s'agit aussi de réduire son niveau de vie par 10, qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sont les conditions qu'il faudrait pour que ce soit envisageable ou ces trucs comme ça? Déjà, à mon avis, ça risque d'être très compliqué parce que on est à l'heure actuelle sur tellement une économie où justement le quotidien du Français, il va travailler, il voudrait être propriétaire. On travaille majoritairement en ville, très peu en campagne, à part pour certains types de métiers. Mais du coup, acheter son logement, c'est-à-dire s'expatrier de la ville entre 50 à 100 km. Comment rejoindre son lieu de travail à son domicile sans véhicule? Parce que c'est compliqué d'être propriétaire en ville, c'est ça que tu dis? Et c'est inaccessible. C'est inaccessible. Pour un foyer, je dirais moyen, avec deux personnes qui travaillent et des revenus de 3 000 € et des enfants à charge, on vous prête 200 000 €. Donc, acheter 200 000 € pour une famille de 4 ou de 5 sur Lyon, c'est même pas la peine d'y penser. Ou alors, l'espace vital est complètement réduit. Donc, il y a un moment donné, on a le droit aussi à avoir un minimum de confort. Nous, on a la chance de pouvoir, mais je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être propriétaire à Lyon. On ne se déplace pas à la campagne pour des raisons pratiques, d'études par rapport à nos enfants, qui d'ailleurs se déplacent en transport en commun. Mais techniquement, si on veut acheter, il faudrait qu'on parte à au moins 100 km. Donc si moi, je dois rejoindre mon lieu de travail, je fais comment? Parce que les transports, ça va 5 minutes, mais je vais être honnête, ils font combien de grèves par an? Ou combien ça fonctionne pas? Moi, j'en connais qui ont fait le sacrifice de se déplacer loin. Ils sont pris au piège avec les transports et ne peuvent pas aller travailler. Après, le problème des transports en commun, je pense que c'est pas tellement les grèves. Parce que si les transports en commun font grève, c'est parce qu'on essaye de détruire ces transports en commun. Et donc, je suis pas tout à fait d'accord. Ils font grève parce qu'ils veulent sauvegarder ces transports en commun, les développer plus. Et donc, en fait, ces grèves sont positives dans le sens où elles vont dans le même sens que ce que tu dis. C'est quand la SNCF fait grève, quand les cheminots font grève, etc. C'est pour dire non, arrêtez de privatiser, arrêtez de fermer des voies de chemin de fer pour ouvrir des lignes de bus. Donc, au final, on est tous d'accord pour dire développons les transports en commun. Et le problème, c'est pas tant qu'il y ait des grèves. Le problème, c'est qu'on développe plus les transports en commun et qu'on les réduit de plus en plus. Mais même si on développe les transports en commun, ce qui est sûrement une bonne chose, je ne vais pas le remettre en cause, mais quand vous habitez à 1h, 1h30 de Lyon, en voiture, vous allez mettre... Alors, je dis n'importe quoi, 1h30. Mais en voiture, vous mettez 45 minutes pour venir sur Lyon. Si vous devez mettre 1h30 à l'aller en transport, 1h30 au retour, votre vie de famille, vous la passez dans les transports. Vous ne voyez plus vos enfants. Vous faites comment pour les récupérer? Les charges de nourrice. Il y a un moment, il y a tout ça aussi globalement. Donc, c'est beaucoup plus profond. Je pense qu'au niveau écologique, oui, il faut que tout le monde fasse un effort. Mais il faut réorganiser tout le système. C'est vrai que ça va être dur. C'est pour ça que je pense que virer Macron... c'est une mesure écologique. Franchement, il ne respecte absolument pas les principes qui viseraient à sauvegarder notre planète en supprimant l'ISF, en enlevant l'exit tax, en faisant l'exit tax, en doublant le CICE. Donc tout ça, c'est des mesures qui favorisent les riches
les extrêmes riches, quoi. Et les grandes entreprises multinationales qui exportent, qui importent. Ça, c'est complètement contraire à l'écologie. Donc, il faudrait tout réorganiser. Le transport, ça fait partie des services publics, mais c'est tous les services publics qu'il faut étendre et pas casser comme il est en train de le faire en ce moment. Si on remet des hôpitaux, des écoles, des postes, des gendarmeries, des trains, tout, quoi. Déjà, ça facilitera un peu la vie aux gens. Parce que là, c'est facile aussi. Ça fait un bon moment déjà qu'on vit dans le système libéral qui nous supprime de plus en plus de biens communs. Et ils ont tout fait pour organiser la société française autour du déplacement en voiture. Et maintenant, ils augmentent la taxe de l'essence. Alors qu'il y a un an, ils étaient en train de casser la SNCF et en train de mettre des bus. Franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et les gens sont en train de le comprendre en ce moment, je crois. En portant leur gilet jaune, c'est aussi... Ils disent stop, quoi. C'est pas cohérent, il est en train de péter notre République. C'est pas ça, notre pays. C'est pas ce type-là. Ouais, je pense que oui, sûrement à certains niveaux. Maintenant, là, je pense que c'est vraiment le porte-monnaie qui a fait descendre les gens, hein, très honnêtement. À 90%, c'est le fait de ne plus pouvoir boucler les fins de mois, de ne plus pouvoir se faire de plaisir, aller au cinéma. Moi, je me souviens de mes places de cinéma quand j'y allais quand j'étais jeune. On est passé de 10 francs Ouais, clairement. À 20 euros. Mais 20 euros, il y a des séances à 20 euros, quoi. Ça devient affolant. Pour moi, la suppression de l'ISF, c'est lié à la non-augmentation du SMIC. C'est une volonté politique de favoriser une élite et de défavoriser les défavorisés. C'est trop facile, en fait. C'est une politique... c'est vrai. Disons que l'ISF n'avait jamais été révisé, donc il aurait dû être révisé, parce que quand tu penses qu'il y a des personnes qui payaient l'ISF sur leur logement principal... Moi, je plains pas. Moi, j'aimerais bien payer l'ISF. Franchement, c'est quelque chose... Pas quand tu es dans la tranche au milieu, légèrement au-dessus, parce que du coup... il y a toujours des Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'en fait, sur ton logement principal, avant... tu payais l'ISF sur ta maison principale, tu venais de finir de la payer, et du coup, ils estimaient que ta maison valait tant, et du coup, on te faisait payer l'ISF dessus. Ouais, j'ai trimé toute ma vie pour me payer ma baraque, et aujourd'hui, on me dit que ma maison vaut tant, il faut que je paye encore derrière. Ouais, mais bon, si je me la suis payée, c'est pour que j'ai plus rien à payer derrière. C'était le principe de tout citoyen français qui devenait propriétaire pour être tranquille à sa retraite. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, tous les retraités ne payent pas l'ISF et c'est un peu un problème. D'ailleurs, ils sont très très loin de payer l'ISF, quoi. Quand on voit que la hausse de la CSG, ça fait autant mal, il y a des retraites à 800, 600 euros, quoi. Franchement, c'est horrible ce qui se passe dans notre pays. Et eux, ils sont loin de payer l'ISF. Mais aussi, pour moi, il faut quelque chose d'une vision commune, nationale, voire mondiale si possible, mais en tout cas nationale au début, qui irait vers un plan écologique, où on se mettrait tous d'accord sur le logement, par exemple. On peut faire autrement, on n'est pas obligé d'être propriétaire de son logement, même si ça peut être bien, mais on peut aussi réfléchir à une alternative où on collectivise en fait le logement. On fait des HLM, il y en a qui ont vécu en HLM toute leur vie et qui ont été heureux toute leur vie. Alors, une question, est-ce que tu sais pourquoi les gens veulent être propriétaires ? Tous les gens, non. Très honnêtement, si tu veux être propriétaire aujourd'hui, c'est pour ne plus avoir de loyer à payer quand tu es à la retraite. C'est-à-dire des charges en moins parce que ta retraite ne reflète pas ton salaire. Donc, comme il y a une baisse au niveau de la retraite, on se dit j'ai payé mon logement et je pourrais partir décemment, entre guillemets. Je suis chez moi, j'ai payé, j'ai travaillé et ma retraite ne sera pas mon salaire. Et du coup, je vais pouvoir me dire j'ai plus de location à payer. Alors que si tu es locataire, toute ta vie, tu payeras une location et que le jour où tu es à la retraite, tu payes encore ta location. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de fixe, que tu ne peux pas un jour te dire je l'enlève de mes charges. Ouais. La location est une énorme arnaque. Je veux dire, la location, c'est quand même le fait de dire que toute ta vie, tu vas payer l'équivalent limite de l'achat d'une maison sans jamais avoir une maison derrière. C'est pour ça que tu as certains nouveaux logements où tu as le système du loyer, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être Antoine c'est mieux, mais le loyer où tu payes ton loyer et quand ton loyer cumulé a atteint le prix de ton logement, tu obtiens le logement. C'est comme si tu payais en plusieurs fois sans frais. Et ça, c'est une bonne idée. Ouais. Par contre, te faire trimer toute ta vie un loyer qu'à la fin, tu as payé 200-300 000 euros, mais tu n'as pas de maison derrière. Et surtout, à qui va l'argent des loyers ? Généralement, ce n'est pas des gens pauvres qui ont une maison à louer à d'autres gens. C'est les gens riches qui achètent beaucoup et qui louent après aux pauvres. Donc, au final, l'argent va toujours des pauvres vers les riches.
Ah, c'est une énorme arnaque, la Alors, location. après, sur le système de la location, il faut savoir que, pour revenir, toi, demain, tu t'achètes ton appart et puis tu dis, bah tiens, j'investis dans un appart, je l'achète, un autre, mais je le loue. Ouais. Et en fait, ça va faire quoi? C'est que tu dis, bah, je me fais un capital retraite. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est pas forcément des riches qui louent. C'est des gens qui se disent, plus tard, ça me fera mon capital retraite. Et la location de mon truc que j'aurais payé finalement, parce que pendant des années, ça va me rembourser mon crédit. Mais quand mon crédit sera terminé, cet argent rentrera. Et au lieu de toucher 800 € de retraite, je toucherai ma petite location en plus, et ce qui m'augmentera mon revenu. En fait, maintenant, c'est qu'on est vraiment là-dedans. Les gens, ils veulent rentrer là-dedans pour pouvoir se prévenir d'une retraite qu'on n'aura peut-être pas. Mais ça, Parce du coup, qu'on en a aucune idée. à l'échelle individuelle, ça marche de dire, voilà, je prends un appart maintenant, au pire, le locataire, lui, il payera un loyer, mais moi, j'aurai ma retraite en plus. C'est à l'échelle individuelle, je comprends parfaitement, et on a tous réfléchi à ça une fois dans notre vie. Mais collectivement, je pense qu'il faut, c'est ce que tu disais aussi un peu, Valentin, qu'il faut réfléchir à collectivement repenser notre société. Et donc, dans une société repensée, t'as plus ces petites magouilles de je prends un truc pour que quand je suis à la retraite, j'ai ça, machin, etc. Ouais. Parce qu'on repensera à l'humain d'abord. C'est ça. Et il y a un appel qui a été fait à Saint-Nazaire, je ne sais pas si tu l'as vu, les Gilets jaunes du port de Saint-Nazaire, qui est vraiment super, hein. Je vous invite à aller le voir sur Facebook. Et il disait, les gars, faut qu'on sorte de ce monde-là qui est dirigé par Macron, qui est au bot des puissances de l'argent. Faut qu'on sorte de la puissance de l'argent pour aller vers quelque chose de plus respectueux de l'humain, avec plus de réflexion, plus de lien social, quoi, en gros, plus de rencontres. Et c'est comme ça qu'on sera plus heureux. C'est forcément, si on réfléchit à acheter un autre appart pour pouvoir payer sa retraite qu'on n'aura peut-être pas, au final, c'est bon ni pour les plus pauvres, ni pour ceux qui ont quand même les moyens de s'acheter un petit appart, mais qui sont pas bien, puisqu'ils voient aussi des gens qui sont dans la rue et qui se disent « Merde, moi j'ai encore de la chance, mais comment on va faire plus tard ?» Ouais, je me demande si on se pose la bonne question. Le texte que j'ai écrit, il s'appelle Quand la goutte fait déborder le vase, l'imbécile regarde la goutte. Et là, j'ai l'impression... Pardon, je vous traite pas d'imbécile, hein, c'était juste un titre pour que les gens aient envie de cliquer dessus. Je trouvais la formule jolie. Mais juste, je me dis, ok, alors là, toi-même, tu soulignes que c'est parce qu'on a touché au porte-monnaie des gens qu'ils ont réagi. Mais et que par exemple, ça te fait chier que le cinéma soit si cher, mais est-ce que le problème, c'est vraiment le prix du cinéma ou le prix de la taxe carburant? Est-ce que le problème, c'est pas que la coupe est pleine plutôt que la goutte d'eau fait déborder la coupe? Le problème, c'est que, c'est ce que tu disais, dans une vie, tu passes ton temps à travailler, une partie de ton travail sert à pouvoir travailler pour te déplacer, pour payer les taxes et tout, une partie sert à essayer de t'assurer un logement et de la nourriture et pour tes proches, une partie sert à essayer de t'assurer une sécurité, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau... de l'avenir, etc. Une partie sert enfin pour essayer de profiter un peu de cette vie, d'avoir des vacances, etc. Mais est-ce que le problème, c'est pas plutôt tout le reste que cette putain de goutte d'eau, quoi? On s'en fiche du prix du cinéma, on s'en fiche du prix de la taxe carburant. Le problème, c'est tout le reste. Donc plutôt que de se faire croire que c'est parce qu'on a touché au porte-monnaie des Français, et dans les deux camps, hein, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, on se concentre là-dessus en disant non mais il n'y a que le porte-monnaie des gens. Mais c'est pas ça en fait. Ce que toi, Véronique, tu nous as dit, c'est les gens, ils veulent être propriétaires, mais être propriétaire, c'est pas juste pour être propriétaire, c'est pour avoir de la sécurité de savoir où on loge et la sécurité dans le futur. Et s'ils investissent pour acheter un appartement à côté pour avoir un revenu, c'est pour avoir de la sécurité dans le futur et apporter de la sécurité à leurs enfants. Et nous, les écolos, c'est pourquoi on se bat, c'est pour la sécurité du futur aussi, s'assurer qu'on en a un. Donc arrêtons de faire semblant de s'engueuler sur cette putain de goutte d'eau qui fait déborder le vase et attaquons-nous à ce vase. Et du coup, pour s'attaquer à ce vase, la question que je me pose, c'est donc comment, la vie à les gilets jaunes, comment dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je retends la perche de comment on fait une convergence des luttes entre tout ça. Et surtout, j'ai une question annexe, mais comment on va réussir à amener nos ennemis avec nous?
Et là, j'ai dit peut-être nos ennemis, ok, mais la police, par exemple. Dans toutes les manifestations, dans tous les mouvements, on dit la police avec nous, machin. Et en fait, à chaque fois, on se fait gazer et taper dessus. La matraque file un peu partout. Et là, dans les Gilets jaunes, c'est marrant, mais les policiers ne réagissent pas du tout pareil. Moi, j'ai plein de témoignages de personnes Gilets jaunes qui me disent que les policiers leur donnent des bons conseils pour comment bloquer mieux sans que ça fasse le bordel, ou alors que les policiers leur disent bon bah désolé, là on est obligé, on a des ordres, mais allez là-bas, c'est mieux. Enfin, j'ai l'impression que la police commence à laisser, ou un peu moins ces derniers temps parce que l'État prend peur et du coup resserre la vis. Mais comment vous le vivez ça, finalement cette non-action de l'État, et maintenant cette réaction de l'État qui se rend compte que mince, il avait sous-estimé le truc et il essaye de se rattraper, mais la mèche est déjà partie et ça va exploser, quoi. Alors, la police, c'est pas un corps complètement homogène. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression, quand je suis sur les ronds-points, de voir que tous les flics sont les mêmes flics. Il y en a effectivement qui ont de la sympathie pour le mouvement, beaucoup plus que quand on défend la SNCF, par exemple, bizarrement. Mais il y en a aussi qui, voilà, quoi, ils nous gazent, ils nous virent, et puis voilà, il faut rendre le péage à Vinci et que les gens continuent de payer. Maintenant, je pense que c'est des gens aussi, c'est des citoyens, quoi, les policiers. Donc eux aussi, ils en ont marre de Macron. Mais tous les corps de la société française en ont marre de Macron. C'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'ils réagissent autrement qu'en disant ma politique c'est la bonne, quand la tempête souffle on change pas de cap, puis moi je suis au sommet et je vais essayer de vous réconcilier avec moi. Mais franchement c'est aberrant, quoi. C'est un non-respect total. On verra aux européennes, il faut vraiment aller voter aux européennes, et s'il perd, j'espère qu'il aura la décence de démissionner, quoi. Ouais, même si ça change rien d'élire d'autres gens au Parlement européen, au moins ça enverra un message à Macron pour lui dire exactement. Là tu vois, deux fois on était dans la rue et en plus dans les élections tu perds tout. C'est clair. La police, ça reste des citoyens, effectivement, ils sont touchés comme nous, au quotidien ils galèrent. Donc voilà, je veux dire, pourquoi ils ont des comportements différents? Parce que, ils reçoivent des ordres, donc ils n'ont aussi pas le choix. Même s'ils soutiennent le mouvement, parce que derrière leur casque, ça reste des citoyens français. Et que, après, quand il y a des débordements, ils sont obligés d'agir pour la sécurité, on est d'accord. Nous, on a pu voir à certains endroits, au bout d'un moment, ça déborde, donc ils sont obligés de disperser le mouvement, de faire le reculer, mais ils n'empêchent pas de le reprendre, à condition d'être organisé un minimum. Donc après, au fil du temps, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement. Et puis, il y a des consignes plus haut. Donc forcément, on sait qu'il y a des points stratégiques comme Feyzin, ou qui sont en grève actuellement, donc qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes. C'est de la renégociation syndicale en ce moment. Mais voilà, ils essayent de prendre Feyzin et pour le moment, c'est difficile. Mais un jour, ça se fera, je pense que ça se fera. Il y a d'autres raffineries en France qui ont été prises et qui sont bloquées pour le coup, parce que là, j'ai cru comprendre que c'était un blocage qu'ils voulaient, alors que sur la majorité de beaucoup de choses, on veut faire du filtrage pour ne pas gêner le citoyen. Donc la prise des péages, c'est vous passez, vous ne payez pas, parce que c'est de l'argent en moins dans l'État, dans les caisses de l'État. Bon, là, donc l'impact, il est là. C'est plus les compagnies privées que l'État. Mais ouais, mais enfin, ils relatent à l'État. Ils ont un peu des taxes. Parce que toutes les autoroutes ont été payées quand même. Donc là, il y a un moment donné, c'est de l'argent cadeau. Et les autoroutes augmentent régulièrement. Donc ça devient insupportable. En fait, c'est tout. Il n'y a pas un endroit. Même aller sur Lyon, on ne va plus pouvoir, puisqu'on met des taxes. Une taxe est prévue de 5 € pour aller à Lyon. Oui. Pourquoi? Pour l'entrée dans la ville? C'est pas clair, c'est pas comme à défini. Londres. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on sait, au niveau écologique, par exemple à Londres, que ça fait 7 ans, je crois, que c'est fait, à peu près, ce péage pour entrer dans Londres. Ils ont toujours autant de taux de carbone dans le centre-ville. Donc, c'est juste de la poudre aux yeux, encore une fois. Après, moi, j'aime bien l'idée d'une ville sans voiture, quand même. Mais il faut réfléchir à un projet... Il faut que ce soit cohérent. Mais là, apparemment, à Londres, ils ont diminué. Et pour le moment, la pollution, elle est toujours là. Oui. Donc, non. Après, pour les mouvements des Gilets jaunes, voilà, pour qu'on en revienne un peu, parce que je suis désolée, j'ai l'impression qu'on a parlé un peu politique quand même. Ah c'est ça, au début normal, les Gilets jaunes, c'est les gens qui râlent, donc on a commencé en disant on râle, et au final on est parti dans la politique, parce que
après le moment où on râle, il y a le moment où on propose et on réfléchit. Voilà. Et je pense que vraiment ce que les citoyens veulent, c'est pas parler politique, même si c'est des sujets qui sont pris par les politiques. Est-ce qu'on peut remplacer politique par partisan ou politique partisane? Parce qu'en vrai, je pense vraiment que tu fais de la politique au sens où tu t'occupes de la vie de la cité. C'est ça ce que ça veut dire. Je m'occupe de ma vie en descendant celle de mes enfants. Et du coup, voilà. Et comme on est chacun à vouloir s'occuper de la sienne, c'est là pour ça qu'il y a le peuple qui doit. Mais de la sienne aussi en collectivité. C'est pas, tout le monde n'a pas que des ambitions égoïstes. Tout le monde a des ambitions de soi dans une société. Et le fait de parler de démocratie quand vous êtes dans les Gilets jaunes, vous parlez politique en fait, parce que dire on veut une démocratie, Macron part, nouvelle constitution, etc. En fait, c'est un niveau politique déjà ultra élevé. Politique dans le sens politis, la vie de la cité. Après, c'est pas partisan. C'est pas on veut être élu, votez pour nous, etc. C'est plus du tout partisan, mais c'est politique parce que intellectuellement, vous réfléchissez à la vie de la cité. Et il faut, je pense, se ressaisir de ce vocabulaire. C'est comme radicaliser. C'est comme radicaliser. C'est un mot qui nous appartient et ça veut dire qu'on se soucie de comment on vit ensemble. Mais je pense que vraiment, pour le moment, tout à l'heure, tu l'as évoqué, et pour le moment, on est vraiment sur... on n'est pas qu'est-ce que ça va devenir après. Pour revenir dessus, c'est vraiment... Pour le moment, on est en bas, on est dehors, on est dans les rues, on veut faire comprendre le message que stop, il y en a marre de tout ce qui se passe. On en a marre d'être pire qu'une vache à lait où on n'a plus assez de pie pour faire sortir ce qui est censé sortir pour nourrir l'État. Donc ça, c'est l'étape actuelle. L'étape future, ça sera effectivement ce qui est demandé en général par tout le monde, c'est que Macron démissionne et que le peuple soit à l'Assemblée constituante, citoyenne. Moi, je voulais dire 2 mots de la police et de comment on s'organise après. Je suis très partagée sur la police parce que j'ai un copain hyper anti-flic et un copain gendarme. Donc, je suis vraiment coincée entre les deux. Ma première remarque, c'est que j'ai quand même un problème avec le fait que c'est des gens qui acceptent de déposer leur libre arbitre pour intégrer un corps hyper hiérarchique où il y a beaucoup de pression. Le fait qu'ils aient... ça me pose question des gens qui acceptent de ne pas avoir le droit de manifester ou que ce droit soit très restreint, de faire la grève, tout ça, et de ne pas réinterroger les ordres parce qu'ils font confiance avec une grosse valeur loyauté à l'intérieur qui a sa valeur et qui fait que le corps est solide et bien organisé et qui fonctionne bien, mais il a des défauts aussi. Donc ça me pose question et ça me va pas, et du coup ils arrivent à faire des choses des fois injustes et à commettre de la vraie violence quand même, et d'un autre côté oui, c'est des vrais humains en dessous du casque, donc je suis partagée. Je pense pas qu'on puisse se fermer la porte en disant jamais de flics avec nous, et en même temps on peut pas juste dire c'est des humains, les pauvres ils ont pas le choix. Non, pas d'accord. Ils ont le choix, même si c'est un choix coûteux, et à un moment il faudra qu'ils le fassent. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on fait et comment réagit le gouvernement pour la suite, moi ce que j'observe, ce qui me fait vraiment flipper, et ce que j'avais pressenti et ce pourquoi j'ai écrit le texte, c'est que le gouvernement va probablement utiliser ce qui se passe pour avoir une réaction sécuritaire et répressive. Il l'a fait pour les attentats d'il y a 3 ans. Et d'ailleurs, on a découvert un peu plus tard ils avaient passé ces mesures sécuritaires antiterroristes, tout ça, en fait, dans l'objectif de bloquer des militants écolos pour la COP21, et que c'était un arsenal qu'ils ont réutilisé et qu'ils ont utilisé pour ça. Donc on va se retrouver avec des mesures sécuritaires qui vont vraiment nous emmerder pour la suite si on veut organiser quelque résistance que ce soit. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie qu'on soit vigilants tous, écolos et gilets jaunes et les autres. Et la deuxième chose, pour qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bloque pas, etc. J'ai déjà eu affaire à ce genre de questionnement dans le mouvement climat. Je vois pas l'intérêt d'essayer de décider d'une stratégie commune en fait, et homogénéisée partout. Moi, je suis vraiment pour la diversité des tactiques. Déjà parce qu'on va perdre du temps à essayer de se mettre d'accord. Or, du temps, peu importe le problème dont on parle, on n'en a pas beaucoup. Et ensuite, parce que c'est croire qu'il y a une meilleure tactique que l'autre. On n'aura jamais les critères pour être sûr de ça. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que je cautionne absolument toutes les tactiques dans l'extrême violence et tout, mais ça dépend de ce qu'on veut obtenir, ça dépend de contre qui on se bat, ça dépend dans quel contexte on est, ça dépend des mouvements parallèles aux nôtres. Voilà, je n'ai pas de réponse, j'invite juste à se poser des questions. Par rapport au fait qu'il y a blocage ou pas blocage, je dirais que c'est des décisions, vu qu'on parle tous ensemble et qu'on se met en accord pour essayer d'agir au mieux,
par rapport à des intérêts communs, c'est plutôt c'est des décisions qui sont prises par rapport aux sensibilités des lieux où on se trouve. Donc on sait, aux alentours de Lyon, par exemple, le blocage, c'est quelque chose qui leur font peur, quoi. Ils n'ont pas envie, ça les stresse. Du coup, on essaye de se dire, on va s'adapter, on va peut-être faire plus du filtrage. On ne va pas bloquer les citoyens, vu que c'est la demande. Peut-être que c'est ça, on essaye d'entendre, on écoute, parce qu'on est nous-mêmes citoyens et qu'on n'apprécierait pas que ça nous arrive. Donc on se met juste à cette place-là. Après, que dans d'autres lieux de France, ils soient sur des blocages, peut-être qu'eux, ils ont estimé que c'était ce qu'il fallait faire là où ils se trouvent. Donc effectivement, on ne se met pas en lien en disant toi tu fais ça, moi je fais ça. On est vraiment indépendants sur nos actions parce que c'est juste montrer notre mécontentement et montrer qu'on est tous dehors à dire stop, on en a marre. C'est là la force de l'autogestion, on en parlait avant, mais au final, ça rejoint ce que tu disais sur la diversité du mouvement, ça rejoint sur ce que tu dis sur on choisit localement ce qu'on fait et ce qui est le plus pertinent. Et au final, c'est de la démocratie directe. C'est-à-dire que ce qui fonctionne le mieux, encore une fois, c'est pas une tête nationale depuis Paris qui dirige le tout, mais c'est chaque mouvement localement qui décide de manière démocratique directe les actions qu'elle va mener. Et c'est ce qui semble être le plus efficace. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est la première fois, enfin, peut-être pas la première fois dans l'histoire de la France, c'est très certainement pas, mais dans l'histoire récente, qu'on a un mouvement citoyen qui s'auto-organise et qui prouve directement qu'il arrive à faire mieux que tous les autres mouvements. Pour moi, c'est le plus gros. C'est pas la première fois. Il y avait eu Nuit debout. Oui, Nuit debout aussi. Ensuite, il y a eu la manif pot-au-feu là pour le. Mais Nuit debout, c'était quand même plus politisé que les Gilets jaunes, j'ai l'impression. Plus, oui, carrément. C'était plus des intellectuels de gauche qui sortaient. Et voilà, c'est pour ça, c'est le moment de faire le lien entre tout ça et de se retrouver ensemble. Par rapport aux déclarations de préfecture, il y en avait eu parlé. Pour la question de la légalité du mouvement. Par rapport à la légalité. Les déclarations de préfecture, c'est surtout pour permettre aux forces de police d'être en nombre par rapport aux manifestants qui sont dans les rues. C'est-à-dire de déclarer ça, ça permet de dire il risque d'y avoir tant de monde, je déploie tant de personnes, ce qui les a perturbés, puisque comme ça n'a pas été fait, ils ne savaient pas trop où aller et savoir combien de personnes ils avaient besoin de mobiliser. Ça, et puis surtout sur la responsabilité en cas de problème. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans la rue, ils ont la carte d'identité d'un citoyen et c'est lui qui est responsable de ce qui se passe. Donc, le message que je veux faire passer, et le message qui a déjà été fait passer de nombreuses fois par des personnes qui l'ont véhiculé, c'est maintenant la personne responsable des citoyens dans la rue, c'est Macron. C'est lui qui est responsable de ce qui se passe et des manifestations. Et Antoine, il y a une question qui a popé via le TP Stream. Et du coup, là, la question, c'est de Pierre-Nicolas Chenot qui demande: les Gilets jaunes sont d'accord sur le fait que Macron est un débile. Je donne la question en gros, je ne vais pas modifier ce qu'il a dit. Mais il ne propose aucune solution. Pourquoi ne pas exiger une démocratie directe comme en Suisse, se servir de la grogne pour obtenir plus de démocratie? Donc, donc vous avez vu tous les abonnés la question sur l'écran. Je la reformule. Au final, en fait, ça revient à ça, c'est Macron démission, mais pour faire quoi? Et ça revient à ce qu'on disait. Quelles revendications claires on propose? Et est-ce qu'on propose la démocratie directe? Parce que tout ce que tu nous as dit, tout ce que vous nous avez dit que les Gilets jaunes proposent, est-ce qu'il y a une charte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être développé? On a déjà répondu à ta question. Ouais, on a c'était déjà pas le moment. Mais on n'a pas assez développé sur le point il y a des actions locales, mais il va falloir se coordonner au moins sur la revendication. Ça peut arriver dans un second temps, mais en fait, ça arrive déjà. C'est-à-dire que moi, cet après-midi, là, j'ai vu, ils sont en train de faire un site que j'ai mis d'ailleurs dans la description de la vidéo, Gilets jaunes. Et apparemment, c'est plein de groupes qui se sont mis à faire ce site pour commencer à écrire une charte nationale des Gilets jaunes avec les idées, les revendications principales et les règles aussi des Gilets jaunes. Par exemple, vous pouvez le témoigner dans les mouvements, il y a des pancartes souvent où on te dit pas d'alcool, pas de... Attends, c'était quoi? C'était pas d'alcool. Rien qui génère de la violence et qui risque d'aller au clash. Ça commence à s'organiser quand même de manière plus... concrète que juste on sort dans la rue, on râle. Dire au bout de 3 jours, c'était plus on sort dans la rue, on râle. C'était on s'organise, on propose des revendications, on écrit,
Il y a un moment donné, il y a des choses qui sont obligées d'être un petit peu mises en place pour cadrer. Et puis, on est des citoyens, des parents, des retraités, des personnes handicapées. Du coup, on veut quoi ? On veut juste cadrer la sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important et qu'il y a des choses qui commencent à passer et à tourner. Sur les revendications, là, je peux plus les lire. J'arrive pas à y accéder parce que c'est écrit trop petit. Mais en gros, c'est en train de... Problème d'accessibilité des revendications. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, en général, vous les avez vus. De toute façon, la première et principale qui est mise en avant, c'est la démission et puis la destitution pour accéder à l'Assemblée. Et là, effectivement, il y a des revendications qui commencent à être mises en place parce que c'est des idées du peuple, c'est des idées de tout le monde qui vont être mises comme ça. Et après, les actions seront sûrement mises plus tard. Mais ça, c'est vraiment des étapes plus tard. Il faut déjà qu'on accède en tant que citoyen à pouvoir dire, moi, je donne mon avis et vu que c'est tout le peuple, on prendra toutes les idées de tout le monde qui sont en train de tourner, parce que oui, c'est en train de tourner, mais elles convergent toutes. Il y a, à mon avis, une quinzaine de revendications qui sont communes à tout le monde sur le quotidien. Moi, je trouve que le risque d'essayer de s'unir derrière une ou des revendications communes, c'est d'oublier la diversité, parce que ça va être compliqué de se mettre d'accord et on va être obligé de faire une sélection. Donc, la colère de tout le monde va forcément perdre en force. Il y en a qui vont être oubliés, il y en a qui vont être frustrés, etc. Et puis c'est accepter de jouer avec les règles en place, les règles du gouvernement qui dit très bien, vous n'êtes pas content, faites une revendication et puis là on négocie et puis si on vous donne ce que vous voulez, ça veut dire que vous devez arrêter de foutre le bordel. Donc il y a un risque là-dedans. Moi, juste une idée qui me vient en discutant, peut-être ça pourrait être cool de faire une revendication globale d'émission de Macron, Assemblée constituante, pourquoi pas, si les gens sont d'accord, et peut-être faire des revendications plus locales, en fait, en fonction du contexte et de là où vous vivez, et des enjeux là où vous vivez, demander des trucs différents. Et puis je me disais, pour les blocages, si on veut bloquer des trucs qui sont vraiment relous et qui polluent beaucoup et qui seraient intéressants de bloquer, puisque les plus gros pollueurs au niveau des transports, c'est plutôt les avions et les gros bateaux de transport de cargaison et de passagers, pourquoi est-ce qu'on bloquerait pas ça ? On ferait vachement moins chier les usagers, pas pour les avions, mais ce serait pas la même classe, ce serait pas les mêmes gens qu'on ferait chier, mais on peut commencer par bloquer ça et puis par voir qu'est-ce qu'on demande à notre maire, qu'est-ce qu'on demande à notre région, qui sont vachement plus proches de nous, qui sont plus sensibles à notre pression, et plutôt que de faire des revendications, je sais pas, ils sont moins loin que l'Élysée, quoi. Il revient de l'Élysée en attendant. Hein. De Monsieur Collomb revient de l'Élysée en attendant. Oui, alors nous, c'est particulier. Nous, Lyon, on n'est pas les meilleurs. On récupère quand même. Youpi. Ouais, moi je voulais ajouter, c'est vrai qu'il faut accepter ça, c'est une révolte, c'est un soulèvement. Forcément, c'est pas clair. Tous les gens ne veulent pas forcément les mêmes choses. Effectivement, il y a des points communs. Mais c'est peut-être pas le moment de commencer à essayer de réfléchir à l'après. D'abord, on grossit encore. Et forcément, en se voyant sur les ronds-points, en se voyant sur les réseaux sociaux, les gens vont s'auto-organiser. Ça va donner des trucs beaux. Enfin, moi, je fais confiance au peuple. Ça va donner des trucs bien. Et effectivement, pourquoi pas bloquer des ports ? T'as raison. Mais c'est ce qui est envisagé, le blocage des ports, de toute façon. Bah, j'en ai entendu parler. Là, j'avoue que c'est la première fois. Moi, j'ai pas l'habitude d'être impliquée comme ça, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Du coup, je me suis retrouvée un peu embarquée avec tout le monde, les uns avec les autres. J'ai jamais vu mon téléphone faire des gling-gling aussi souvent. J'arrive à plus gérer tous les gling-gling. J'ai réussi, à trouver dans les paramètres le son mute complet, parce que ça devient ingérable quand vous voyez des fois des 4000 commentaires en attente. Donc ouais, c'est très impressionnant. Voilà, il y a un moment où on arrive à décrocher même de l'information parce que j'ai pas, Facebook, ouais, j'avais bien y aller. C'est comme ça que j'ai chopé 2-3 infos. Là aujourd'hui, je crois que j'ai dû y aller 10 minutes. Je parle pas de Messenger, mais Facebook lui-même, j'arrive pas à y aller. Et pourtant, voilà, ça. Et là, j'ai pu lire vite fait qu'il demandait à faire le barrage des ports et des gros points stratégiques comme ça. En bloquant la raffinerie de Faisan, on est quand même pas loin du port, de ce que j'ai compris. Ouais, ça me fait penser, je sais pas si vous avez entendu, en Belgique, ils se sont inspirés du mouvement Gilets jaunes pour les taxes des carburants, et sauf qu'ils n'étaient pas des centaines de milliers, c'était juste des centaines.
Et ils ont bloqué des points hyper stratégiques. Ils ont bloqué des... Alors, je vous dis pas conneries. Je sais pas si c'était des raffineries ou juste des points d'approvisionnement pétrolier. Et ils ont si bien fait qu'il y a un tiers des stations-service de Belgique qui sont à sec. Ils sont en train de créer une pénurie alors qu'ils sont entre 10 et 40 personnes à tenir un seul site. Ouais, mais je pense là, qu'ils ils sont vraiment efficaces. Non, mais ils sont très efficaces, mais ils ont été direct au but en fait. Donc je pense qu'ils ont dû prendre d'assaut. Mais du coup, ouais, pour avoir des idées. Les gilets jaunes en Belgique, ouais, ça, on était plus ou moins au courant que ça allait se faire. Les Belges étaient relativement intéressés. On sait qu'il y a maintenant les gilets jaunes en Allemagne. Donc Merkel doit être très contente parce que Macron nous a quand même bien discrédité en tant que Français auprès de Madame Merkel. A bien fait comprendre qu'on était nuls et qu'on comprenait rien à l'Europe. voilà ce qu'il a dit. Vous, c'est bien, les Allemands ont compris. Nous, la France, comprend rien. C'est gentil, on te remercie. Macron, on est nuls. Et la Bulgarie, je crois aussi, qui soutiennent par beaucoup de mouvements les gilets jaunes. Donc c'est en train de prendre une ampleur au niveau européen qui est assez intéressant, j'ai l'impression. J'ai pas plus de détails par contre. Mais ouais, c'est intéressant cette internationalisation de la lutte au final. Ça part loin. On pourrait aussi parler rapidement de la Réunion, où en fait là-bas c'est pas juste les gens descendent dans la rue et bloquent des ronds-points, c'est la guerre civile. Et l'État d'ailleurs a instauré le couvre-feu à la Réunion. Ils vont envoyer les militaires dans pas longtemps. Enfin, c'est vraiment une situation. C'est pas la guerre civile. La guerre civile, c'est un vrai oui, mot guerre qui civile, désigne c'est un truc. Ouais. Il y a un couvre-feu, il y a des blocages et des affrontements. Mais ça part beaucoup plus loin que ce qui part. Ils sont beaucoup plus petits. Non, et surtout ils sont beaucoup plus exploités. Oui, en fait, c'est ça qui est grave en fait. Pour que les gens se soulèvent à ce point-là, il faut une politique vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, la Réunion, c'est français. Bah oui. Ouais, et ben moi, du coup, j'ai pour ça, mais en plus la politique sur les outre-mer est encore pire que celle en métropole. Donc c'est normal que les gens en puissent plus, quoi. Ouais. Pour conclure ce live, il y a un point qu'on n'a pas abordé qui moi me tient très à cœur parce que c'est un peu mon domaine de, je vais pas dire expertise, mais j'aime bien regarder ça, quoi. C'est comment les médias réagissent. Et en fait, les médias, là, on se rend compte qu'ils ont réagi d'une manière totalement folle. C'est-à-dire que d'habitude, ils ont un système de traitement de l'information qui est assez bien huilé. On a la CGT qui va faire une manifestation, tout de suite les médias peuvent dire c'est les gauchistes, ils râlent parce que c'est des assistés, ils ont un cadre qui rapidement qu'on peut rapidement mettre sur chaque mobilisation. Et là, les médias n'ont pas compris qui était dans les gilets jaunes, donc ils n'ont pas réussi à appliquer leur cadre. Et donc ça donne des trucs très marrants où on te dit oh, et un gilet jaune il a dit à une fille qu'elle était noire et du coup il est raciste et donc tous les gilets jaunes sont racistes. Et en fait ils n'arrivent plus à traiter ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter ce genre de mobilisation et ils n'arrivent pas à la discréditer parce qu'ils n'arrivent pas à la comprendre. Et ces tentatives des médias, elles sont vues par les gilets jaunes. Et on se rend compte que ils sont très très critiques des médias, les gilets jaunes. Quand j'ai essayé de les inviter là ce soir, il y en a plein qui m'ont dit non avant parce qu'ils ne voulaient pas parler aux médias. Quand je parlais aux gilets jaunes, ils me disaient ouais mais les médias déforment tout. Il y a une fille de BFM TV de 26 ans qui est pigiste, je crois à Montpellier ou Clermont-Ferrand, un truc comme ça, qui s'est fait agresser un peu par des gilets jaunes. Enfin un peu non, qui s'est fait agresser par des gilets jaunes, ce qui est pas bien du tout. Mais dans son interview, elle disait qu'elle comprenait pas. Qu'en fait, elle comprenait pas pourquoi elle, pigiste de BFM TV, elle se faisait agresser par les gilets jaunes. Et c'est là la question que je vais vous poser. Pourquoi il y a une telle méfiance envers les médias ? Il y a deux choses. Moi, je crois déjà que ce mouvement des gilets jaunes qui va réussir, il aura en plus été vertueux, puisqu'il y a beaucoup de gens au début qui se disaient ouais, les médias c'est bien, ils font leur boulot d'information. Et là, ils se disent mais merde, quoi, c'est des médias à la botte du pouvoir et ils racontent n'importe quoi. Ça a commencé le week-end dernier quand ils ont annoncé qu'on était 280 000 dans toute la France. Ça, c'était pas les médias, c'était les chiffres de l'État. Oui, repris par la repris presse. Par les médias parce que c'est une presse. source qui est dit sûre, quoi. J'ai pas eu l'impression qu'elle a... Oui, en tout cas, elle n'a pas été remise en cause. Ah non, pas du tout remise en cause, non. Donc les gens ont commencé à lire des trucs incroyables. Là, moi, je disais dans le Progrès tout à l'heure que le mouvement s'essouffle. Ouais. Bon, on est de plus en plus, mais le mouvement s'essouffle. C'est pour le faire croire mouvement aux gens, s'essouffle parce que les gens travaillent, c'est leur semaine de travail. En fait, ils s'essoufflent pas, c'est que juste les gens s'organisent tranquillement. Ou parce qu'ils font un jour de pause parce que ça fait 30 heures qu'ils sont C'est debout ça aussi. sur le rond-point. Sous la neige en plus. Ouais. On a tenu toute une nuit sous la neige, c'est quand même incroyable, quoi.
Et pas que à Saint-Quentin-Fallavier, hein, ça a tenu partout. Villefranche a tenu quand même relativement longtemps. Il y a Chanas aussi, ça a tenu pas mal, enfin en tout cas dans les alentours. Mais bon, voilà, c'est des points. Après, les gens y retournent régulièrement dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont un moment. Donc c'est vrai que du coup, la population, elle tourne sur les points stratégiques parce que c'est jamais les mêmes gens, parce qu'un coup, ils s'en vont, ils repartent à leur poste et et d'autres reviennent parce qu'ils viennent finir de travailler, dont d'autres viennent donner des ravitaillements. Pourquoi les journalistes ? Parce que aussi, peut-être parce que les journalistes, et puis ils ont des contrats avec l'État et puis ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. C'est pas tellement avec l'État, c'est plus avec des ordres en tout cas, peut-être. Je pense que c'est plus une question de système où on a en fait des journalistes qui sont généralement dans l'élite économique de la France, qui travaillent pour un milliardaire, la plupart. Sont concrètement rachetés par des grands industriels ou des grands patrons. Et 10 milliardaires possèdent la majorité de la presse écrite en France. Donc en fait, on se rend compte très rapidement que quand 10 milliardaires possèdent l'information, ton information, elle peut pas être révolutionnaire. Et même la presse audiovisuelle. Hein, la presse audiovisuelle, c'est moins, mais il y a toujours énormément d'intérêt. Et globalement aussi, je pense qu'ils ont été pris au piège, parce que tu me disais tout à l'heure pourquoi ils parlaient moins de la manif climat. Peut-être aussi parce que s'ils parlent pas de la manif pour le climat, en gros, les gens se rendent pas compte qu'il y en a vraiment eu une. Alors que là, quand ils parlent pas des gilets jaunes, les gens, ils en croisent, ils prennent leur bagnole pour aller bosser le matin, ils voient un gilet jaune au premier rond-point, encore un autre là-bas. C'est trop gros pour se taire. Ils se disent, mais attends, c'est pas possible, quoi. Et pourquoi ils en parlent pas ? Moi, j'ai une lecture là tout de suite présentement avec ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, une lecture un peu cynique et ça va sonner un peu complotiste, mais à mon avis, les médias, surtout les grands médias et surtout les grands médias télévisés, c'est vraiment un outil de pouvoir en fait. Donc, ils ne disent que ce qui va permettre de maintenir les relations de pouvoir actuelles. Ils ont commencé, à mon avis, par parler des Gilets jaunes. Sûrement, je me trompe et c'est très incomplet. Hein, peut-être ce que vous dites aussi, ça contribue. Mais à mon avis, ils ont commencé par parler des Gilets jaunes parce qu'ils pensaient que ça permettrait de diviser la population. D'ailleurs, ils n'en ont pas parlé n'importe comment. Ils en ont parlé comme un mouvement d'extrême droite. Et de beauf. Et la réaction immédiate, ça a été rejet et distanciation de plein de gens de ce mouvement-là. Et il a fallu qu'il y ait une deuxième vague, du coup, en réaction à ça, des gens, des Gilets jaunes et d'autres gens qui disent « mais en fait, c'est pas vrai, ils sont apolitiques, ils ont envoyé chier les gens qui essayaient de les récupérer. » Et il y a pas du tout... Il y a des gens d'extrême droite, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens. Et une fois qu'ils en ont parlé, effectivement, ils ont voulu le couvrir. Et c'est pareil, ils l'ont pas couvert n'importe comment. Il y a eu une énorme place qui a été donnée aux je sais plus comment on dit, aux affrontements avec la police, à cette personne qui est morte, aux blessés, aux agressions aussi, parce qu'il y a des militants qui ont réagi avec de la colère et de la violence vis-à-vis de certains automobilistes. Ces images-là sont beaucoup plus remontées que des images de liesse ou de célébration où on est content, on sort le gilet jaune ensemble que les autres. Donc c'est pas n'importe quelle image qui est montrée. Moi, je suis hyper sceptique et j'ai beaucoup de méfiance vis-à-vis des médias. À mon avis, s'ils en parlent, c'est pas forcément bon signe. Je suis contente parce que, effectivement, sûrement que ça participe à démocratiser, à populariser le mouvement, mais c'est vraiment avec une idée derrière la tête qu'ils l'ont fait et c'est pas n'importe comment. Eh bien, justement, cette idée derrière la tête, et ce sera ma relance de la fin. Je te crois pas. Cyril Hanouna, je sais pas si vous avez vu. Cyril Hanouna se porte-parole du mouvement des Gilets jaunes à la télévision. Il a invité les Gilets jaunes, il a dit que voilà, il voulait être le porte-parole des Gilets jaunes. D'ailleurs, l'État lui a, je sais plus qui du gouvernement lui a envoyé un petit message pour lui dire qu'il devait arrêter de jouer au con. Et que il s'est pris des réprimandes de la chaîne et de je sais plus qui. Vous pouvez retrouver ça sur internet, vous tapez Hanouna, vous trouverez tout de suite. Bref, apparemment, lui, il a fait un truc qui semble pas plaire et qui semble être à contre-courant des autres médias. Connaissant Hanouna, c'est pas un révolutionnaire de gauche. À mon avis, il fait pas ça parce que il soutient une révolution qui enlèverait les riches, tu vois. Donc, la question, c'est pourquoi Hanouna il fait ça? Est-ce que c'est pour faire genre il est avec et ramener du monde? À mon avis, c'est pour faire de l'audimat déjà. Ouais, parce mais que dangereux, c'est le truc du mouvement, c'est le truc du moment, donc il fait de l'audimat avec. Maintenant, il y a qu'à voir comment j'ai vite fait regarder un peu les deux.
où il y avait Éric Drouet qui était présent et l'autre où il y avait Fly Rider aussi. Fly Rider, quand il a annoncé clairement qu'est-ce que demandaient les Gilets jaunes, il a dit clairement la destitution de Macron pour une assemblée constituante citoyenne. Hanouna, il a fait ouais, bon, ok, d'accord, genre on arrête là. Demander quelque chose de concret parce que ça, c'est pas possible. Ouais, et pourquoi ça serait pas possible? Enfin, je veux dire, donc là, c'était vraiment un parti pris pour le coup. Et après, tout de suite, ça a été mais non, faut pas faire ça. Enfin, les gens sur le plateau, enfin, ceux qui étaient, je connais pas trop les noms. En gros, ils disaient mais non, faut pas faire ça, mais non, faut pas faire ça. Ils sont dans la peur, quoi. Ouais, là, toi, tu as la lecture en disant oh, il y avait de la contradiction sur le plateau et tout ça. Et moi, j'ai lu le communiqué là, je sais plus qui du gouvernement, vraiment regardez, mais qui disait que c'était n'importe quoi et qu'aujourd'hui à la télé on pouvait inviter des gens à faire leur propagande sans contradicteur et que les Gilets jaunes ils avaient balancé plein de fake news et ils étaient vraiment vénères au gouvernement que Hanouna les a invités et les a laissés parler. Tu peux dire qu'il y avait des contradicteurs. En fait, pour une fois, il y a quelqu'un, il a eu la liberté d'expression, quoi. Parce que et ça les a énervés. Mais quand Éric Drouet, il est passé, il était entouré de politicards de tout mouvement. Il n'a pratiquement pas pu en placer une. Là, c'est vrai que la dernière émission avec Hanouna, ils ont enfin pu parler et s'exprimer réellement. C'est là que les intentions sont vraiment posées, quoi. Moi, comme le reste, je suis hyper méfiante. C'est clair que j'ai lu ça aussi, qu'ils ont fait un de leurs plus gros scores d'audimat ce soir-là. Ah ouais. Donc voilà, déjà, intérêt économique majeur, quoi. Juste ça, sûrement, ça vaut le coup. Et ensuite, Hanouna, porte-parole des Gilets jaunes. Comment le mec est arrivé là, en fait? Parce que vraiment, non, juste ce que je veux dire, c'est méfions-nous. Est-ce que vraiment c'est un défenseur de la veuve et d'orphelin? Ça m'étonnerait que ce soit comme ça qu'il soit arrivé présentateur d'une grosse chaîne. Et puis ensuite, que le gouvernement, il s'énerve contre lui, etc. J'en suis à un niveau de méfiance que je me dis, ils sont en train de nous jouer une mascarade et tout. Restons méfiants et j'ai l'impression que les Gilets jaunes le sont. De toute façon, ils ont eu une opportunité d'avoir un mégaphone, ils l'ont saisi. Non, faire d'Hanouna un porte-parole, c'est tout aussi bête qu'un syndicat et qu'un politicien. Après, c'était pas un porte-parole dans le sens vraiment politique, c'était plus Hanouna qui leur disait si vous voulez, moi je suis votre porte-parole à la télévision, parce qu'il est déjà. Oui, du coup, il va pouvoir filtrer ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. Et il va pouvoir faire genre touche pas à mon poste devient le lieu un peu des rebelles et machin, et vu que. Ouais, mais c'est marrant du coup ça. Je pense pas, tu vois, que ce soit recherché par l'État cette mascarade avec Hanouna qui fait le guignol et eux qui le recadrent. Je pense pas que ce soit calculé. Je pense que c'est plutôt l'État qui voit sur le long terme comment garder le pouvoir. Hanouna qui lui s'en bat les couilles des questions de genre pouvoir politique, etc. Qui lui pense plutôt court terme audimat et c'est marrant. Et du coup, ça donne un moment où tu as des journalistes comme Hanouna, si on peut appeler ça journaliste, qui ne sont pas conscients des débouchés politiques que peut avoir ce mouvement, et donc en rigole, et il s'en fait le porte-parole en rigolant, etc. Et en fait, derrière l'État qui flippe, et qui dit « Non, mais t'es fou mais Hanouna, tais-toi » genre, et je pense pas que ce soit organisé, je pense plus que c'est d'un côté l'État qui se rend compte de ce qui se passe, et de l'autre côté Cyril Hanouna qui est complètement largué, et qui lui pense audimat et trucs marrants, quoi. Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est plus dangereux de prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne pourraient être. Je préfère les penser intelligents et du coup faire des hypothèses et prendre en compte ces hypothèses plutôt que de me dire ils sont cons, ils y ont pas pensé. Surtout que ce qu'on observe là ces dernières dizaines d'années, c'est une récupération de toute la sémantique et de toute la sphère engagée, militante, revendicatrice, révolte par le milieu industriel et de la pub et du gouvernement, tu vois, où maintenant le Pepsi met en scène sa boisson avec une manifestation qui reprend les révoltes noires aux États-Unis. Enfin, ils sont en train de récupérer tous nos symboles et surtout tous nos outils de lutte. Alors du coup, je prendrais cette histoire d'Hanouna qui se porte-parole et tout avec des grosses pincettes et en présumant du pire, en présageant du pire pour pouvoir nous préparer à nous défendre plutôt que l'inverse. On prend moins de risques en faisant ça, je pense. Peut-être une opportunité pour enfin pouvoir dire pourquoi on est dans la rue. Oui, carrément. Après, voilà, je pense que c'était une faille pour se dire enfin on aura peut-être la parole. Ça a donné de l'audimat à Hanouna, tant mieux pour lui, et ça a permis peut-être aux Gilets jaunes de s'exprimer aussi et de dire enfin on est là pour ça parce qu'on veut ça dans un premier temps. La suite viendra, quoi. Je pense qu'on va terminer là-dessus.
puisqu'il est 21h passé. T'as pas un truc drôle pour finir ou... Bah Nouna, c'était censé être le truc drôle, tu vois, mais il ça était nous pas a si fait drôle. peur. Mais ça nous a fait peur. Moi, je voulais dire, mes petites beautés. Pas drôle du tout, ils sont Nouna. pas drôles, ils font peur. Ayez peur, mais non, mais si vous avez un petit mot de la fin, un truc que vous voulez absolument dire, qu'on n'a pas dit, c'est toujours ces moments qui sont les plus J'ai intéressants. pas eu l'impression qu'on a eu beaucoup d'interactions avec les gens. J'espère Ouais, que mais vous êtes parce pas que- trop Ouais. frustrés. Mais C'est parce dur que de prendre les questions. Je me rends compte qu'en fait, c'est écrit très petit sur ce truc, que ma vue baisse et que ça passe très vite. Et que du coup, me concentrer sur le débat et faire et comprendre ce qu'ils disent. C'est pour ça que pour les prochains lives, on recrutera une personne qui lira les questions, qui m'enverra des questions et on essaiera de repenser un peu le débat pour inclure plus l'interaction. Parce qu'au final, mais bon, on en discutera après techniquement, ce qui vous a plu, pas plu. Pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des points que vous voulez améliorer dans le live. Mais je vous laisse dire le mot de la fin, chacun, ce que vous voulez. Une dédicace. Venez nombreux samedi. Tous ceux qui travaillent pas, sortez dans les rues. Vous en avez marre. Eh bien, il faut continuer le mouvement. Il faut pas arrêter tant qu'on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Je pense que c'est le mot d'ordre. Par contre, le mot d'ordre aussi qui est donné un petit peu par tout le monde, c'est pas de casse, pas de violence, pas d'alcool, du coup, pour éviter d'engendrer la violence derrière. Certains adolescents, parents, gardez vos enfants chez vous. Car on a vu pas mal de débordements avec des jeunes qui étaient plus là pour venir pour taper les voitures et faire n'importe quoi. Donc, sauf si les enfants sont cadrés, sont respectueux, ça peut le faire. En dessous d'un certain âge, ils sont mieux chez eux. Et donc, voilà, descendez dans les rues et venez le plus nombreux possible. Venez soutenir le mouvement qui vous concerne, parce que finalement, on est tous concernés. Ouais, j'espère que ça vous aura donné envie de venir. Regardez l'appel du port de Saint-Nazaire, franchement, c'est assez bluffant. Et venez nous rejoindre, quoi. On est vraiment en train de mener une bataille qu'on peut gagner. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. J'avoue, je sais pas trop quoi dire. Moi, je me dis peut-être que plutôt que de savoir est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils disent ou est-ce qu'on a des restrictions, ou est-ce qu'on est d'accord avec rien. La question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que ça permet, comment faire, vu que ça existe, comment faire avec, comment s'allier, comment essayer de faire des trucs ensemble, comment se parler, vu qu'on a finalement quand même réussi à dégager des choses communes, le besoin de sécurité sur l'avenir, de sécurité sur où on vit, sur la possibilité de vivre autre chose que de travailler comme des bœufs, etc. Donc finalement, on est quand même un peu pareil au fond. Hein, donc je sais pas, tablons là-dessus plutôt que de s'opposer sur la foutue goutte d'eau. Eh bien, merci à vous trois d'être venus. Merci de nous avoir invités. Merci. Ouais. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui vont nous regarder en rediffusion. Et comme vous le dites très bien tous dans les commentaires, Demos Kratos, démocratie directe ou rien du tout. Voilà, on peut rendre l'antenne.